Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie G du DS6. On étudie la croissance d'une goutte de pluie par accrétion. Donc le principe, il est expliqué dans le schéma qui est juste là. Vous avez une goutte de pluie qui est déjà assez grande et suffisamment pour tomber dans le champ de pesanteur. Et cette goutte de pluie va rencontrer sur son passage en fait les fines gouttelettes du nuage. Et de fait, elle va grossir en taille. Et la question, c'est comment évolue ce système. Est-ce que la goutte atteint une vitesse limite ou au contraire, elle ne fait que accélérer. Donc voilà, la première question qu'on va démarrer, c'est la question la plus difficile, c'est-à-dire établir l'équation différentielle. Elle était donnée dans l'énoncé, hein, l'équation différentielle, mais vous allez voir que c'est vraiment une question qui est assez difficile, bien qu'il y ait beaucoup d'indications qui étaient données dans l'énoncé. Voilà, on va attaquer la question 1. Donc, comme je disais, on avait beaucoup d'indications étaient données dans l'énoncé, notamment une équation et que je vais établir proprement. Cette équation qui était donnée est pas si évidente que ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle était donnée dans l'énoncé. Alors on va dérouler la méthode, donc on va aborder la question 1. On va considérer un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc ça c'est bon, c'est normal, hein. Et le système, là il y a une première difficulté qui n'est pas des moindres, c'est de définir correctement le système. Pourquoi il faut le définir correctement? Parce que euh, lorsque la goutte tombe, elle change de masse. Elle récupère la matière des fines gouttelettes et donc elle change de masse. Donc vous avez intérêt à bien définir votre système. Donc moi ce que je vais considérer comme système, c'est la goutte à l'instant T. Donc à l'instant T. Donc elle a une masse que je noterai comme ça, m de t, plus toutes les gouttelettes que la goutte va rencontrer sur son passage. Donc toutes les gouttelettes que la goutte va rencontrer sur son passage pendant la durée des 2t. Va rencontrer sur son passage pendant la durée des 2t. Donc donc ça c'est vraiment très très important. La plupart du temps en mécanique du point, c'est cette partie-là, on va dire presque facultative, tellement c'est évident. Quand vous avez une seule masse, ben, le système, ben, c'est l'unique masse qu'on est. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'un seul système possible. Là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment définir proprement le système. Voilà, j'ai fait un petit schéma pour préciser mon système. Donc évidemment, je considère la goutte plus toutes les petites gouttelettes qui sont dans la zone que j'ai assurée. À partir de là, bah maintenant on va définir le bilan des forces. Donc le bilan des forces, en fait, il y a que le poids qui agit sur la goutte. Donc P qui est égal à M de T fois G. Donc là, évidemment, si vous réfléchissez 2 secondes, vous dites, là, il y a un petit problème, parce que les petites gouttelettes qui se trouvent là, elles sont aussi soumises au poids. Donc je vais quand même les traiter différemment parce que je considère que ces fines gouttelettes sont immobiles avant de rencontrer la goutte. Ça veut dire que la somme des forces qui agissent sur ces fines gouttelettes, ça fait 0. Donc du coup, dans le bilan des forces, je fais comme si ces fines gouttelettes n'étaient soumises à aucune force. Elles sont immobiles et du coup, il reste quoi comme force? Uniquement le poids de la goutte. Évidemment, je néglige les frottements, évidemment, je néglige aussi la poussée d'Archimède. Hein, donc là, quand je fais le bilan des forces, c'est pas anodin d'écrire juste ça. Hein. Il y a quand même des hypothèses derrière, simplificatrices. Hein, on néglige
donc les forces qui s'exercent sur les gouttelettes, plus la poussée d'Archimède, plus les formes, plus les frottements. Voilà, le temps de le rédiger. Et maintenant, je vais appliquer l'équivalent du principe fondamental de la dynamique à mon système. En fait, je vais faire un bilan de quantité de mouvement. Donc c'est un bilan de quantité de mouvement. Voilà, je reprends. Donc le bilan de quantité de mouvement, ce que je vais regarder, c'est la quantité de mouvement de mon système, hein, qui est défini ici, à l'instant t plus d de t, et moins la quantité de mouvement à l'instant t. Donc ça fait en fait la variation de quantité de mouvement. Et lorsque je vais diviser par d de t, ben, en fait, je vais simplement dire que c'est la force. Hein, en mécanique du point, ça s'écrirait d de p sur d de t, hein, comme ceci, égale à la somme des forces. Je fais exactement la même chose, sauf que là j'ai un système qui est évidemment un petit peu plus compliqué, donc là il faut faire attention à ce qu'on va écrire. On risque, si on ne fait pas attention, de faire très facilement des erreurs. Donc j'ai commencé par écrire la quantité de mouvement du système à l'instant t plus d de t. Donc il faut imaginer que la goutte, en fait, elle est arrivée ici. Hein. La zone assurée, vous avez compris que j'ai considéré que la goutte qui est ici est arrivée à ce niveau-là, pendant la durée de d de t. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais je considérais que c'était évident. Donc si je regarde la masse de mon système à l'instant t plus d de t, en fait c'est la masse à l'instant t plus ce que la goutte a récupéré en fait sur son chemin. Et je le note d de m. Fois la vitesse à l'instant t plus d de t. L'axe des z, il est vertical descendant. On le voit ici. Ça, c'est la quantité de mouvement à l'instant t plus d de t. Et je soustrais la quantité de mouvement à l'instant t. À l'instant t, il y a uniquement la goutte qui a une vitesse. Hein. Les gouttelettes ne bougent pas, elles sont immobiles dans le nuage. Donc dans mon système, le seul élément qui a une quantité de mouvement, c'est la goutte. À l'instant t, sa masse, c'est m de t, et sa vitesse, c'est z point de t. Je divise par d de t. Et bien ça, c'est égal à la force qui agit sur mon système. Donc, moyennant ces approximations, la seule force qui agit sur mon système, c'est m de t fois g. J'ai directement projeté le poids sur l'axe vertical descendant, donc il y a bien un plus. Alors là aussi, vous pourriez me dire, oui, mais le problème, c'est que lorsque la goutte va récupérer des gouttelettes, sa masse va augmenter au fur et à mesure de la chute. À ça, je rétorquerai que je considère un déplacement vraiment tout petit. Suffisamment petit pour que la quantité de matière qui va se rajouter, je puisse la négliger. On parle d'un infiniment petit du second ordre. Hein, on pourrait l'écrire, hein, tenir compte de cet effet-là, et on se rendrait compte que, à condition de prendre dt petit, donc un déplacement qui est vraiment minuscule, en fait c'est complètement négligeable. Donc, lorsque j'écris ça, en fait c'est tout à fait correct, à condition que d de t soit infinitésimal, soit infiniment petit. Donc je vais maintenant travailler avec cette équation-là et je vais retrouver une équation qui était donnée en indication dans l'énoncé. J'ai recopié l'équation et je vais simplement la remanier un petit peu. Donc je vais rassembler donc là j'ai la masse ici et là. Bien sûr, je distribue ce terme dans la parenthèse. Et il va me rester donc la masse
à l'instant t, fois z point en t plus d de t, moins z point à l'instant t sur d de t. Donc je me suis occupé, donc vous imaginez, j'ai distribué ce terme-là dans la parenthèse, donc il y en a ce terme-là et ce terme-là, et ce qui me reste, c'est d de m sur d de t fois z point en t plus d de t, c'est égal à mg. M à l'instant t. On va le préciser. Et là, on reconnaît en fait la dérivée seconde de z. Donc c'est l'accélération. En fait, donc c'est un peu normal qu'on retrouve ce terme-là, m fois l'accélération. Et ici, on va retrouver le terme, donc m de t fois l'accélération. Et ici, j'ai la dérivée temporelle d de m sur d de t calculée à l'instant t, fois la vitesse à l'instant t plus d de t. Et comme tout à l'heure, on avait dit qu'on prenait m à l'instant t fois g, en fait, on a le droit de faire ceci. Toujours parce que d de t est infinitésimal. Hein. La différence entre la vitesse à l'instant t plus d de t et la vitesse à l'instant t, elle est suffisamment petite, elle est infiniment petite, suffisamment pour qu'on puisse la négliger, hein, qu'on puisse écrire ça ou ça, c'est exactement la même chose. Alors on a affaire à un infiniment petit du second ordre, et donc il n'y a absolument aucun problème d'écrire ça. Alors, quand vous avez cette équation, ben en fait, je peux la réécrire sans préciser oups, ici c'est un plus. D de m sur d de t fois z point. Donc j'allège un petit peu les notations et cette indication était donnée dans l'énoncé. Mais vous voyez que c'est pas du tout un truc évident. Si vous regardez bien cette égalité, ça a l'air d'aller de soi. Hein, évidemment, quand je dérivais un produit, ben, c'est pas si évident que ça. Hein, il faut quand même une démonstration pour justifier cette égalité. C'était donné en indication dans l'énoncé. Donc vous avez m de t fois g. Voilà la mise en équation. Donc évidemment, le jour de l'épreuve, vous pouviez directement utiliser ce résultat. Donc dans la suite, je vais m'occuper de ce terme-là. Ensuite, je vais m'occuper de ce terme-là. Et quand j'aurai fait ça, ben en fait, je vais effectivement arriver à l'équation différentielle donnée, qu'on vous demandait de montrer. Donc je vais m'intéresser à ce terme-là. Et pour ce faire, ce que je vais regarder, c'est combien de gouttelettes, enfin plutôt la masse de gouttelettes que je vais récupérer, que la goutte va récupérer lorsqu'elle va avancer de cette distance-là, pendant la durée des 2t. Alors si vous regardez la façon dont est fait ce volume que j'ai assuré, vous vous rendez compte que finalement c'est le volume d'un cylindre. En effet, lorsque vous regardez ce volume-là, vous imaginez, ça ressemble à ça. Donc vous avez une sorte de cratère. Hein, donc ça, en fait, c'est la forme, c'est un hémisphère. Vous avez la hauteur ici. Donc la hauteur c'est la hauteur qui est ici, hein, la hauteur de chute en fait. Et vous avez un autre hémisphère au bout. Et la hauteur qu'il y a de là à là, ce n'est rien d'autre que z point fois d de t.
Et ce volume-là, il est équivalent. En fait, c'est assez facile à comprendre. Vous prenez l'hémisphère qui est là et vous rebouchez finalement ce côté-ci. Et donc c'est équivalent au volume d'un cylindre. Le rayon ici, c'est petit r. La hauteur, bah, c'est la même, hein. C'est z point fois d2t. Et ça, c'est le volume qui est balayé par la goutte pendant la durée d2t. Alors en vrai, ce cylindre, il n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait un cylindre. Pourquoi? Parce que la goutte, quand elle avance, en fait, elle récupère au fur et à mesure de la masse. Donc en fait, la goutte, au fur et à mesure, prend un petit peu augmente un peu de taille. Donc ça ressemblerait plutôt à un cône. Mais évidemment, la durée du D2T est tellement faible, donc l'apport de masse est tellement petit, qu'en première approximation, on va dire, je peux considérer que c'est bien un cylindre, un petit peu comme le schéma le suggère. Donc je connais ce volume, c'est assez facile à calculer, hein, c'est la hauteur fois la surface du disque. Et donc la masse que je vais gagner pendant la durée D2T, que je vais écrire comme ceci, et ben c'est le volume de ce cylindre, donc c'est pi r carré fois la masse volumique en eau du nuage. Et d'après l'énoncé, c'est ρ. Donc il est possible que ça vous... et je vais peut-être finir d'écrire le volume. Pi r carré fois z point fois d2t. Non, donc ça c'est le volume du cylindre. Fois la masse volumique du nuage. Donc évidemment, ça peut vous gêner parce que quand vous regardez le schéma, ben, ça dépend en fait de la distribution des gouttelettes dans le nuage. Hein, il est tout à fait possible que quand la goutte avance, il est tout à fait possible que pendant la durée d'été, en fait, la goutte ne rencontre pas de gouttelettes ou au contraire en rencontre un petit peu plus que prévu. Donc là encore, il y a une hypothèse derrière, c'est que finalement, les gouttelettes, elles sont suffisamment fines et suffisamment petites pour qu'il y en ait vraiment beaucoup, même quand la goutte avance un tout petit peu, hein, il faut imaginer que ce volume, il est pas bien grand. Et donc du coup, ça justifie ce modèle-là, hein, un modèle où j'ai une distribution de masse qui est uniforme dans le nuage. Hein, donc là, il y a une petite hypothèse, mais qui est là aussi très, très raisonnable. Hein, de toute façon, si on voulait tenir compte de la distribution, là, ce serait autrement plus compliqué. Donc là, j'ai D2M, et donc je peux en déduire D2M sur D2T. Il me suffit de diviser par D2T l'équation qui est là, ça va simplifier ici, et ça donne pi r carré fois z point fois ρ. Je vérifie que c'est bon. Donc j'ai réussi à exprimer ce terme-là, et donc maintenant je m'intéresse à l'autre terme. Voilà, donc j'ai recopié l'équation et j'ai remplacé D2M sur D2T par son expression. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il apparaît du coup un z point carré, puisqu'il y en avait un qui était déjà là, plus celui qui vient de l'expression de D2M sur D2T, et ça donne ceci. Donc maintenant, je m'intéresse à ce terme-là. Donc ça, c'était également une indication de l'énoncé. Hein, là, il y avait pas mal d'indications qui étaient données, et donc on vous donnait une indication pour justement traiter ce terme-là. Alors, ce qu'il faut considérer, enfin, c'est une chose qu'on peut comprendre facilement, c'est que lorsque la goutte descend, elle va récupérer de la masse. Donc, elle va grossir en taille. Donc, le schéma, en fait, le bon schéma qu'il faudrait faire, ce serait plutôt, il ressemblerait plutôt à ça. Donc, vous avez la goutte qui est ici, à une certaine altitude, elle tombe et elle va gagner en taille. Bon, là, pour le coup, là, j'exagère hein, par rapport à... Il faut imaginer que pour avoir ce genre de résultat, il faudrait une hauteur de chute qui est absolument... qui est très très grande, et du coup, le
le cylindre, euh, donc qui ressemblerait plutôt à un cône. C'est vrai que si, en considérant une hauteur de chute très grande, hein, c'est ce qu'il faudrait pour que la masse, pour que la goutte prenne beaucoup de volume, on retrouverait en zoomant en fait un schéma qui ressemblera à celui-là. En fait, on ne verrait pas l'aspect conique du cylindre. Donc, il faut imaginer que la goutte, elle va récupérer toutes les gouttelettes dans un volume qui ressemblerait à ça, qui ressemblerait plutôt à un cône. Alors, là, j'affirme que c'est un cône, mais en fait, j'en sais strictement rien. Si ça se trouve, ce serait plutôt une forme un peu élancée, ou au contraire une forme un peu plus euh, convexe. Hein. Donc ça, en fait, pour l'instant, j'en sais strictement rien. Et pour ça, ce que je vais considérer, c'est pendant la petite évolution, un petit déplacement de ma goutte, et je vais je vais écrire de deux façons différentes l'augmentation de masse. Alors il y en a déjà une que j'ai écrite tout à l'heure pour obtenir ce terme-là, D2M, c'est pi r carré fois ρ fois D2Z. Alors je pourrais peut-être l'écrire, je vais plutôt l'écrire comme ça. C'est la même chose hein, que j'ai écrit, j'ai simplement déplacé le ρ et le D2Z. Ça, c'est un volume balayé par la goutte. Lorsqu'elle se déplace de D2Z. Et tout à l'heure, le D2Z, j'avais dit que c'était Z point fois D2T, et ça m'avait donné ce terme-là. Lorsqu'elle se déplace de D2Z. Et je vais également écrire D2M d'une autre façon. Alors mon point de départ, il est là. C'est que la masse de la goutte, finalement, elle est sphérique et elle reste sphérique. Hein. Chaque fois qu'elle récupère une gouttelette, en fait, elle va rester sphérique et augmenter un peu de rayon. Là aussi, c'est une hypothèse qu'on pourrait discuter. Hein. Vous imaginez bien que la goutte, si elle est trop grande, du fait de l'interaction avec l'air de l'atmosphère, en fait, il est peu probable que la goutte reste sphérique. Elle va certainement se briser en 1000 morceaux. Donc là, je fais cette hypothèse-là, hein, que la goutte, elle reste sphérique tout au long de la chute. Eh bien, c'était une indication qui était également donnée dans l'énoncé. La masse de la goutte, donc c'est le volume d'une sphère, donc indication donnée par l'énoncé, fois ρ0, la masse volumique de l'eau qui compose la goutte. Donc D2M, ça vaut quoi? Alors c'est pas R carré, c'est R cube. Voilà, R cube. Moi, ce que je veux, c'est D2M. Alors je vais, avant d'écrire directement D2M, je vais l'écrire comme ça. Ça sera peut-être plus facile à comprendre. Je vais dériver ce truc-là par rapport à petit r. Donc le 3, il se retrouve devant, et je me retrouve avec 4 pi r carré fois ρ0. Et le d de r, je le passe de l'autre côté. Donc c'est pas très rigoureux. Donc vous me pardonnerez ce manque de rigueur. Et on a cette expression de d de m. Et ces deux expressions, forcément, sont égales. Et quand j'écris cette égalité, ça donne... voilà, je vais écrire l'égalité. Donc, on a ce terme-là, 4 pi r carré ρ0 d2r, qui est égal à ce terme-là, pi r carré ρ d2z. Donc, c'est ce terme-là, il est ici, et ce terme-là, je le récupère ici. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de termes qui se simplifient. Le pi s'en va, le r carré s'en va,
Et finalement, je me retrouve avec une expression qui est extrêmement simple. J'ai 4 ρ 0 d 2 r qui est égal à ρ d 2 z. Et c'est particulièrement simple comme équation. A priori, ce n'était pas si évident que ça. J'intègre cette équation en faisant attention aux conditions initiales. Les conditions initiales, c'était le rayon de la goutte à l'instant initial CR0 et la hauteur de la goutte à l'instant initial, on avait choisi 0. Donc ça, c'est un choix qui est arbitraire, évidemment, c'est un choix qui est très sensé. Autant prendre l'altitude 0 au point de démarrage de la goutte. Ce qui fait que j'obtiens 4ρ0 r, ça vaut ρz, plus une constante qui doit être compatible avec ces conditions initiales. Et donc, vous serez convaincu, si j'écris ça, effectivement, ça va fonctionner lorsque z égale 0 et r égale r0, donc c'est les conditions initiales, cette équation, elle est vérifiée. Au passage, je viens de démontrer que la forme balayée, enfin le volume balayé par la goutte, c'est bien un cône. Pourquoi? Parce que le rayon de la goutte, il augmente, c'est une fonction affine de la hauteur de chute. Donc c'est bien, en fait c'est bien un cône, c'est bien une droite, c'est ni concave ni convexe. Une fois que j'ai ça, je peux... en fait, j'ai réglé ce problème-là. Pourquoi? Parce que lorsque je vais réinjecter la masse là-dedans, je pourrais exprimer R en fonction de petit z et ça va vraiment, vraiment bien s'arranger. Donc là, j'ai repris les équations principales. Donc là, le bilan de quantité de mouvement. Là, c'est la masse de la goutte en fonction du rayon et de ρ0. Et là, la relation entre le rayon de la goutte et la hauteur de chute. Et ce que je vais faire, c'est me débarrasser de la masse. Je vais simplement remplacer la masse ici et là. Et ça va bien simplifier parce que il y a du r carré là et il y a du r cube qui va apparaître là et là. Donc ça va bien simplifier. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai utiliser cette relation pour me débarrasser de petit r. Et quand j'aurai fait tout ça, je vais arriver sur l'équation différentielle qui était demandée. Donc on va continuer les calculs. Donc je remplace, ça fait 4 tiers de pi r au cube fois ρ0, z secondes, plus pi r carré fois ρ z point carré. C'est égal, donc je recopie la masse, r cube ρ0 fois g. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai obtenu cette équation-là. Et ce que je vais faire, c'est simplifier tout de suite. Ici, le r carré et les r cubes se simplifient. Donc du coup, il me reste r ici, R là, vous avez les facteurs pi qui se simplifient. Et donc déjà, c'est pas mal. Et ce que je vais faire maintenant, c'est à l'équation d'après, pour qu'il n'y ait plus de termes au dénominateur, c'est multiplier par 3 l'ensemble de l'équation. Donc j'obtiens 4R ρ0 z secondes plus... Donc j'ai multiplié par 3, ça fait 3 ρ z point carré, ça fait 4 petit r ρ0 fois g. Et pour que ça commence à ressembler à ce qu'on vous demande, je vais diviser par 4 ρ r0. Donc fois 1 sur 4 r ρ0. Pardon. Donc j'obtiens l'équation suivante. C'est z secondes
plus 3 ρ z point carré divisé par 4 r rho 0, c'est égal à g. Et maintenant, ça tombe bien, en fait, le terme qui est là, c'est exactement ce terme-là, donc j'ai juste à recopier, donc ça, c'est vraiment tout simple. Et ça me donne z seconde plus 3 ρ z point carré sur 4 R0 ρ 0 plus ρ z. C'est égal à G. Alors, c'est pas tout à fait le résultat qu'il y a dans l'énoncé, mais en fait, il y a juste à multiplier en haut, là, au numérateur et au dénominateur ici, par 1 sur ρ, et normalement, j'ai l'expression qui est dans l'énoncé. Donc, là, je vous laisse faire la dernière ligne de calcul, mais j'ai enfin obtenu mon équation différentielle. Dans la suite du sujet, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution même approchée à cette équation différentielle, notamment pour savoir s'il y a une vitesse limite qui apparaît ou pas dans la chute de la goutte de pluie. En effet, la plupart du temps, quand on a une chute d'un corps comme ça, et bon, quand on rajoute des frottements, c'est à peu près assuré qu'il y a une vitesse limite. Et là, dans ce cas-là, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il y en a une? Donc, on va voir dans un instant que ce n'est pas le cas, hein, que la goutte, en fait, elle fait que accélérer au cours de sa chute. Alors, on va continuer l'énoncé. Dans la question 2, on vous propose un candidat. Donc, c'était une indication de l'énoncé. Alors, on va voir que ce candidat, il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il ne vérifie pas exactement l'équation différentielle qui est au-dessus. Mais en fait, il va la vérifier de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la goutte elle grossit, on va se rendre compte qu'il y a un terme qu'on peut négliger dans l'équation et cette équation, elle marche de mieux en mieux. Donc on va simplement remplacer. Donc pour ça, j'ai besoin de calculer la dérivée première. Donc ça fait 2a fois t. Et puis je dois également calculer la dérivée seconde. Ça fait 2 fois. Bon, l'avantage de ce candidat, c'est au moins les calculs, ils sont simples. Je remplace z seconde et z point dans l'équation et z dans l'équation différentielle, donc ça donne quoi? Donc on réinjecte. Alors, ça donne 2a pour la dérivée seconde, plus 3 fois 2a t au carré. Ensuite, 4 ρ 0 R0 sur ρ plus a fois t carré. Et ça, c'est égal à g. Donc, en supposant que mon candidat fait l'affaire, il doit vérifier à tout instant cette équation. Et on voit que évidemment, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça, c'est constant, il y a une égalité, donc ce terme-là doit être constant. Et c'est évident qu'il ne l'est pas, puisque, par exemple, quand t vaut 0, ça vaut 0, et puis ça augmente lorsque le temps augmente. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que lorsque le temps avance, ce terme-là va devenir de plus en plus petit par rapport à celui-là, par rapport à t carré. Donc on va dire que ce terme-là, on est à peu près assuré qu'il est négligeable au bout d'un certain temps. Et du coup, mon candidat, certes, il n'est pas parfait, mais quand même, plus ça va, mieux c'est en fait. Mieux ça va vérifier l'équation différentielle. Donc en fait, j'ai trouvé un candidat qui asymptotiquement tend vers une solution de mon équation différentielle. Donc une fois que je néglige le terme, et donc du coup tout s'arrange bien, puisque ici il va apparaître un t carré qui va se simplifier avec celui-là. Donc quand on finit le calcul, ça donne la chose suivante.
Alors, je recopie, donc j'ai 2A, plus, ici on a 3 fois 4, donc ça fait 12 A carré. Donc le T carré, je ne l'écris pas, parce que je sais qu'il va se simplifier avec le terme qui est juste en dessous. Donc je n'écris pas le T carré, c'est simplifié, et ça vaut G. Et donc, vous n'avez pas de mal à finir le calcul. 12A carré sur A, ça fait 12A, donc ça fait 14A, donc A, ça vaut G sur 14. Donc finalement, notre candidat fait quand même assez bien l'affaire. Et ça correspond en fait à un mouvement uniformément accéléré. Donc en particulier, il n'y a pas de vitesse limite atteinte. La goutte, elle ne fait que accélérer au cours du temps. Donc on peut rédiger cette conclusion, hein. Alors, donc il n'y a pas de vitesse limite. On a un mouvement uniformément accéléré, enfin au moins au bout d'un certain temps, hein, puisque je vous rappelle que on a fait une hypothèse, hein, on a négligé un terme à une certaine condition. Donc il n'y a pas de vitesse limite. On tend asymptotiquement vers un mouvement uniformément accéléré. Mouvement uniformément accéléré. Voilà, donc le temps de rédiger tout ça. J'encadre le résultat puisque c'est la réponse à la question posée. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question 2. À la question 3, donc je vais la faire à l'oral parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On demande est-ce qu'on n'aurait pas négligé quelque chose. Donc évidemment que dès le départ, on avait négligé pas mal de choses. On a fait aussi beaucoup d'hypothèses au cours de la résolution, hein, que j'ai distillées au fur et à mesure. En particulier, il y a une chose qu'on a complètement négligée, c'est les frottements de l'air, hein. La goutte, surtout une goutte liquide, lorsqu'elle se déplace trop vite dans l'air, en fait, elle est pulvérisée en fait, par le contact avec l'atmosphère. Donc, ce qui fait que ça limite quand même beaucoup notre étude. En revanche, là où cette étude a du sens, c'est si au lieu d'avoir une goutte d'eau liquide, en fait, on a de la glace, hein, de l'eau solide. Dans ce cas, on pourrait très bien imaginer que le petit morceau de glace va finir par croître et devenir vraiment de taille très importante. Et on l'observe parfois lorsqu'il y a des grêlons qui sont vraiment très gros, hein, typiquement la taille d'une balle de ping-pong ou d'une balle de tennis. D'ailleurs, ça fait pas mal de dégâts, ce genre de choses. Et ça, c'est tout le mécanisme de formation de ces objets, et c'est peut-être décrit par ce qu'on vient de faire, hein. En effet, dans un nuage, les petites gouttelettes d'eau qui sont encore liquides, elles peuvent très bien être à une température qui est inférieure à 0 degré Celsius. Donc évidemment, ça ne correspond pas à notre quotidien. On sait très bien que lorsqu'on voit de la glace, on sait on est en dessous de 0 degré Celsius, hein. La glace apparaît en dessous de 0 degré Celsius. Ce n'est pas le cas dans les nuages. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'îlot de nucléation d'où va démarrer la cristallisation de l'eau et se transformer en glace. Ce qui fait que vous pouvez avoir une gouttelette d'eau, hein, qui est toute petite, qui se retrouve à des températures vraiment en dessous de 0 degré Celsius. Donc il faut imaginer qu'il y a un morceau de glace qui commence à tomber, hein, parce que dans la multitude, il y a peut-être un morceau de glace qui s'est formé. Donc un morceau de glace qui commence à tomber, qui va récupérer quelques gouttelettes. Donc il prend un peu de masse, il tombe un petit peu plus vite. Donc je suis en train de décrire tout le mécanisme qu'on a étudié dans cette vidéo. Et donc petit à petit, lorsque ce morceau de glace récupère des gouttelettes d'eau
à une température largement en dessous de 0 degré Celsius, les gouttelettes d'eau, en fait, elles se solidifient instantanément. Hein, donc ça aussi, c'est assez curieux comme phénomène. Hein, c'est comme les pluies verglaçantes, hein, ça vient de là. Hein, c'est de l'eau liquide qui se solidifie instantanément dès qu'elle rencontre un obstacle. Et en fait, là, l'obstacle, c'est le morceau de glace qui commence à tomber et qui va grossir en taille et jusqu'à former un morceau de glace qui peut être de taille très importante et faire pas mal de dégâts. Voilà, donc je pense là j'ai répondu à toutes les questions, hein, j'ai fait tout le tour de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.